Par rapport à d'autres projets IA dans la crypto ou des pins, tu mets Bitensor largement au-dessus. L'entièreté de Bitensor est incomparable à n'importe quel autre projet crypto IA. C'est même pas beaucoup de projets crypto IA, on peut pouvoir les comparer à peut-être un subnet ou deux subnets en particulier. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de pointures qui s'intéressent à Bitensor? Je pense à Gary Silbert notamment. Ouais, qui est tu parles de Barry Silbert. Barry Silbert, donc c'était un des personnages très early dans l'histoire du Bitcoin, qui a identifié l'opportunité, qui a créé des structures autour de ça en premier. Et depuis quelques années, oui, là, il s'est mis à fond dans Bitensor. Donc il a créé une autre filiale de DCG qui s'appelle Luma, qui est une boîte entièrement dédiée à Bitensor. Est-ce qu'on a déjà vu un subnet qui utilise le système de Bitensor pour se lancer, une fois qu'ils ont réussi à attirer certains talents, à bien développer leurs produits ou autres, quitter en fait Bitensor? C'est jamais arrivé et pas dans l'idée, c'est pas possible que ça arrive, parce que ce qui fait qu'un subnet va être très intéressant et proposer une solution très pertinente, c'est parce que les mineurs du subnet, c'est eux qui produisent l'intelligence du subnet en soi. C'est quoi toi les risques qui pourraient faire que Bitensor échoue? Si le prix du Tao baisse trop, il y a un moment où ça va plus assez rémunérer les mineurs. Pas un risque d'attaque sur le réseau ou autre? Il y a des risques comme ça, on va dire, sur à peu près tous les systèmes informatiques, donc toujours ce risque. Mais j'ai envie de te dire, tu vois, pour Bitcoin, c'est aussi est-ce que l'informatique quantique va tuer Bitcoin, tu vois, il y a... Salut Victor. Salut. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, je te reçois pour discuter de Bitensor, un des projets crypto les plus tendances en ce moment, je pense, avec tout ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. Donc on va discuter de tout un tas de sujets. Et aussi, pour introduire un petit peu Bitensor, une des problématiques actuelles de l'intelligence artificielle, c'est que cette technologie commence à être concentrée quand même au sein de quelques grosses sociétés, Anthropic, OpenAI, etc. Bon, il y a quelques sociétés qui font ça de manière open source comme Mistral, société française. Mais Bitensor s'est lancé un petit peu pour, pas contrecarrer, mais en tout cas pour ouvrir un petit peu l'intelligence artificielle au plus grand nombre. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Comment est-ce que toi tu définirais Bitensor pour quelqu'un qui n'est pas dans la crypto, mais qui travaille dans l'intelligence artificielle? Ou en tout cas qui s'intéresse fortement à l'IA. Ouais, comme tu dis, on peut voir Bitensor comme une sorte de contre-pouvoir. Après, pour l'instant, c'est beaucoup trop jeune pour vraiment affirmer ce genre de choses. Mais donc, je préfère que j'explique à quelqu'un qui connaît rien à la crypto, parce qu'une bonne métaphore, une bonne analogie pour comprendre ce que c'est Bitensor, c'est un peu de partir de Bitcoin. Après, je peux aussi te la faire, la version... Il y a différentes façons d'expliquer Bitensor, vu que c'est un truc assez complexe. Si c'est une audience qui voit ce que c'est Bitcoin, si c'est une audience qui connaît rien à la crypto. Bon, je pense que maintenant la majorité des gens, même du grand public, a à peu près une idée de ce qu'est Bitcoin. Donc partons du principe quand même. Je peux faire la version Bitcoin et de toute façon après ça va dériver sur, même si quelqu'un connaît rien à Bitcoin. En gros, pourquoi on parle de Bitcoin? Parce que Bitensor, c'est vraiment inspiré du concept de base de Bitcoin. Bitcoin à la base, on va dire que c'est un système qui va inciter les mineurs du réseau à calculer des hashes, à utiliser leur puissance de calcul pour exécuter la fonction de hachage SHA 256, je crois, et ne va rémunérer que le meilleur mineur, donc le mineur qui a été le premier à trouver un hash valide pour le prochain bloc. Et du coup, le fait qu'il y ait une incitation, que ce soit uniquement le meilleur mineur qui trouve le hash du prochain bloc qui soit récompensé, ça fait que les mineurs on fait en sorte d'optimiser au maximum leur process, d'innover, jusqu'à créer du hardware spécialisé pour miner du Bitcoin. Donc des ASICs. C'est ça, les ASICs, jusqu'à créer des systèmes de refroidissement, de data center assez élaborés. Et encore une fois, tout ça parce que y avait une incitation crypto à la clé, parce que les meilleurs gagnaient du Bitcoin. Et du coup, grâce à tout ça, on a quand même créé un des assets les plus capitalisés au monde. Bitcoin, c'est genre top 10 ou top 15 des assets les plus capitalisés. Et c'est aussi le plus gros réseau de compute spécialisé au monde. Donc c'est du compute spécialisé. Si on agglomérait, on va dire, toute la puissance de calcul, ça en ferait un data center plus gros que n'importe quel data center sur Terre. Mais bon, c'est du compute spécialisé, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. On peut faire du minage du Bitcoin. Mais voilà. Et donc ça montre aussi que avec les bonnes incentives, avec les bonnes incitations, on peut inciter l'optimisation d'à peu près n'importe quel process. Et ça montre aussi qu'un protocole crypto peut agglomérer et coordonner l'agrégation de puissance de calcul bien mieux que n'importe quel système centralisé. Et donc pourquoi je parle de tout ça? Parce que Bitensor est parti de ce constat de base.
en se disant ok, c'est super tout ça, mais est-ce que au lieu d'utiliser toute cette puissance de calcul pour faire quelque chose qui en soit directement pas très utile, ça sert à rien en soi de calculer SCH, ça va évidemment servir à sécuriser le réseau et tout, mais on va rien faire de ça directement. Et donc pourquoi on ne demanderait pas à ces mineurs d'utiliser de la puissance de calcul pour faire autre chose, typiquement de l'inférence d'IA, de l'optimisation de l'inférence d'IA, de l'optimisation de modèles d'IA, de l'entraînement de modèles d'IA, tout ça. Et donc c'est vraiment sur cette base que s'est construit BitTensor. Ce qu'ils appellent des commodités un peu numériques, c'est ça? C'est ça, oui. Comment est-ce que tu définirais commodité numérique d'ailleurs? C'est vrai que c'est un mot générique très utilisé dans l'écosystème BitTensor, mais en vrai qui ne parle pas trop. Une communauté digitale, globalement, c'est une ressource numérique, donc du stockage des données. Tu vois, BitTensor peut aussi servir à agréger des données. Ça peut être des tokens, de l'inférence, tout ça, quoi. C'est vraiment la base. Mais c'est plus large que ça. C'est pour ça que communauté digitale, c'est peut-être pas le truc qui parle le plus aux gens généralement, mais c'est l'idée. Ouais. C'est que BitTensor, voilà, au lieu de reprendre le concept de Bitcoin, il va l'appliquer à des use cases plus orientés IA, même si on peut faire d'autres choses avec BitTensor, c'est quand même très orienté IA. Et l'autre avantage de ça, peut-être pour les gens qui connaissent rien à Bitcoin, c'est que grâce à ce système, donc avec les bonnes incitations, on va pouvoir donc inciter des gens. Par exemple, si tu veux, je sais pas, créer un super modèle d'IA spécialisé dans tel secteur, sur BitTensor, tu vas pouvoir faire un peu comme avec Bitcoin, décrire un système d'incitation pour que les gens soient poussés à développer ce modèle. Et il n'y aura pas besoin d'embaucher en interne. Tu vois, pour faire le parallèle, par exemple, avec une startup, en gros, BitTensor pourrait un peu challenger ce modèle startup. On est encore qu'aux prémices de ça, mais dans l'idée. Pourquoi ? Parce que tu vois, si tu veux monter une startup d'IA, tu dois lever énormément de fonds, tu dois embaucher tout un tas de personnes, tu vas gérer les ressources humaines et tu seras toujours limité par les gens que tu as embauchés. Alors que sur BitTensor, tu peux créer un système d'incitation et ça va être donc des ingénieurs, des développeurs à travers le monde qui vont pouvoir se brancher à ton système, à ton projet, pour essayer d'optimiser à fond, de répondre au mieux aux problèmes, parce que ça va être uniquement les meilleurs mineurs, les meilleurs ingénieurs qui vont être rémunérés, ceux qui ont le plus répondu à l'espèce de tâche que tu leur avais demandé via le système d'incitation. Et sauf que c'est pas toi qui les paye, c'est le réseau, un peu comme Bitcoin va payer les mineurs. Là c'est pareil, c'est BitTensor qui va payer les mineurs, c'est pas toi. Donc à la fois tu bénéficies potentiellement d'ingénieurs à travers le monde qui itèrent 24/24, 7 jours sur 7 sur ton problème pour optimiser ton truc, et à la fois c'est pas toi qui les paye, c'est BitTensor. Ouais. C'était Maxime du Subnet Score qui m'avait dit que grâce à BitTensor, en fait, eux, ils ont des ingénieurs, des gens qui travaillent dans le machine learning qu'ils n'auraient jamais pu débaucher ou en tout cas payer sans avoir ce système d'incitation créé grâce à BitTensor. Mais donc là, tu nous as parlé de ces personnes-là, donc ces mineurs qui vont aller résoudre certains problèmes demandés. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu comment se structure le réseau entre les mineurs, les subnet owners qui justement vont demander aux mineurs de résoudre des problèmes, les validateurs qui vont vérifier que les problèmes sont bien résolus pour éviter tout un système de triche, de corruption et vérifier que le travail est bien fait. Est-ce que tu peux nous représenter un peu tout ça ? En gros, BitTensor, du coup, on peut le voir un peu comme un espèce de giga incubateur à start-up décentralisé. Sur BitTensor, il y a 128 subnets. Un subnet, c'est un projet, une start-up, c'est une entité sur BitTensor. Il y en a 128 places aujourd'hui. Ils augmenteront ce nombre de places à l'avenir, mais pour l'instant, il y a 128 places pour subnet, donc pour projet. Et donc, sur chaque projet, le subnet owner, qui est le dirigeant de la start-up, le dirigeant du subnet, ce qu'on appelle le subnet owner, propriétaire du subnet, c'est lui qui va décider de l'objectif du subnet. Donc, c'est lui qui va faire toute la game théorie, le game design de son subnet, si on veut, avec le bon système d'incitation. Et donc, sur chaque subnet, il y a un subnet owner, et sur chaque subnet, il va y avoir des mineurs et des validateurs. Donc, on a 3 acteurs. On a le subnet owner, celui qui dirige le subnet. Les mineurs, donc ça va être généralement des développeurs, des ingénieurs en IA, ce genre de choses,
qui vont servir comme dans une startup à des employés. Là, c'est eux qui vont jouer le rôle de répondre aux problèmes, de produire la ressource, la communauté digitale, d'améliorer le modèle, ce que tu veux. Et vu qu'on, comme j'ai dit tout à l'heure, uniquement les meilleurs mineurs vont être rémunérés, pour ça, on a besoin d'un autre acteur, donc les validateurs, qui vont jouer le rôle de juge pour déterminer quels mineurs ont le mieux répondu aux problèmes, ont le mieux amélioré le modèle, ce que tu veux. Donc voilà, on a Subnet Owner, mineur, validateur. Je sais pas si c'est très clair, n'hésite pas à me dire si tu veux que je pousse plus que... Non, c'est assez clair, mais j'aime bien l'image que tu as donnée d'incubateur un peu décentralisé. Est-ce que tu peux peut-être revenir un peu sur comment est-ce que justement on lance une sorte de société dans Bit&Sort, donc un subnet, quel est le rôle de chacun et en quoi est-ce que c'est révolutionnaire, comment on fait justement pour lancer ce subnet, parce qu'il faut acquérir un certain nombre de tokens Tao, justement, le token de la blockchain Bit&Sort. Voilà, revenir un petit peu là-dessus sur ces différents mécanismes. Ouais, alors forcément, il y a une certaine barrière à l'entrée. Tout le monde ne veut pas, comme ça, s'enregistrer sur le réseau et créer un subnet. Déjà, comme j'ai dit, il y a une limite à 128 subnets pour l'instant, parce que Bit&Sort ne veut pas faire un pump fun-like. Genre, le but, c'est d'avoir le plus de qualité possible au sein des 128 subnets avant d'ouvrir à potentiellement 256 subnets, 512 subnets, etc. Et pour enregistrer un subnet, on doit payer un certain nombre de Tao. Aujourd'hui, je ne sais plus exactement, mais c'est de l'ordre d'idée de, je sais pas, peut-être 1000 Tao. Donc plusieurs centaines de milliers de dollars. Il y a quelques mois, c'était plusieurs dizaines de milliers, voire environ 100 000. Et peut-être que si Bit&Sort prend avec la demande, parce qu'il y a un système de... Le coût d'un subnet varie en fonction de l'offre et la demande. Plus il y a de gens qui veulent enregistrer un subnet, plus le prix va grimper, et à l'inverse. Et donc... Et il y a aussi un système où les subnets les moins performants sont entre guillemets dégagés pour que c'est ça, et donc il y a un système de double compétition. Il y a à la fois des compétitions à l'intérieur des subnets, parce que comme j'ai dit, c'est seulement les meilleurs mineurs qui vont être rémunérés, donc c'est cet environnement compétitif qui a permis à Bitcoin de se développer, de créer des ASICs, des machins, et c'est ce même environnement compétitif qui permet aux subnets de produire les meilleures communautés digitales possibles, d'améliorer en permanence leur modèle, etc., parce que c'est cette compétition. Mais il y a aussi une compétition au niveau du protocole, parce que les 128 subnets, en gros, chaque jour, aujourd'hui, Bit&Sort distribue 3600 Tao, c'est l'émission. Bit&Sort a la même tokenomics que Bitcoin, globalement. Et pour savoir où vont être alloués ces 3600 Tao, il va y avoir des mécanismes où, en gros, c'est le marché qui va décider entre tous les subnets qui va choper le plus d'émissions, qui va choper la plus grosse part de Tao. Et il y a aussi un autre mécanisme qui fait que, entre guillemets, le pire subnet, c'est-à-dire que chaque semaine, il y a le subnet qui est, on va dire, le moins capitalisé, donc le moins intéressant aux yeux des gens, celui où il y a le moins d'attrait, que ce soit spéculatif ou même d'engagement des mineurs et tout. En fait, il va être désenregistré du réseau dès qu'un nouveau subnet va être enregistré. Parce qu'il y a une limite à 128 subnets, mais il y a quand même un genre de... Il y a du turnover parce que tu peux quand même réenregistrer un subnet, mais du coup, quand tu enregistres un nouveau subnet, tout le monde peut lancer un subnet, donc quand tu réenregistres un subnet, vu qu'il y a une limite, tu vas en fait sortir du réseau le pire subnet. Donc ça crée ce genre de double compétition sur ces deux niveaux. Ok. Donc subnet owner, celui qui crée le subnet, la société qui organise un petit peu qui va faire telle tâche, quelles tâches sont demandées, etc. aux mineurs, qui eux réalisent les tâches. On a les validateurs qui vérifient que les tâches sont bien effectuées par les mineurs pour les rémunérer de la manière équitable qui soit, pour qu'ils continuent de faire leur travail de la meilleure manière qui soit. Et il va y avoir les délégateurs, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui ont justement des tokens, en anglais, ouais. Des tokens Tao, qui vont aller les déléguer à différents validateurs pour que ces validateurs-là effectuent leurs actions, leurs actions de vérification. Donc en tant que particulier, ou professionnel, tu as différentes manières de t'impliquer dans Bit&Sort. Tu peux à la fois être un mineur, si jamais tu as des compétences, j'imagine, dans ce qui est demandé par le subnet owner. Exactement. Tu peux aussi être validateur, si jamais, pareil, est-ce qu'il y a besoin de compétences particulières pour valider ce qui est produit par les mineurs. Et dernier truc, staker, là tu donnes tes jetons, tu délègues tes jetons à des validateurs et toi tu récupères une partie des récompenses qui leur sont attribuées. C'est ça, oui, il y a différentes formes d'implication et comme tu as dit, la plus large, celle où il y a le plus de participants, c'est forcément donc, ceux qui ont du Tao et qui vont déléguer, qui vont staker leur token. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a
il y a un système qui fait que c'est le marché qui va décider quel subnet rémunérer, à quel subnet apporter le plus de Tao. Et pour ça, ça va dépendre de à quel point il y a de stakers qui vont aller dans tel ou tel subnet. Typiquement, le subnet le plus capitalisé, qui va recevoir le plus d'émissions, c'est le subnet où il y a le plus de gens, le plus de stakers qui vont injecter leur Tao dans ce subnet-là. Et à l'inverse, forcément, le pire subnet qui va recevoir le moins d'émissions, c'est un subnet où les gens ils sont pas intéressés, du coup ils mettent pas leur Tao, et du coup le subnet n'a pas d'émissions, et peut-être qu'il finira par se faire désenregistrer et sortir du réseau s'il reste trop longtemps comme ça. Ok. Tu disais 3600 Tao par jour qui sont émis. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les tokenomics, justement, du token Tao, et aussi ensuite on parlera de son utilité dans l'écosystème? Ouais, du coup, pour ceux qui connaissent Bitcoin, c'est globalement assez simple. BitTensor, c'est complètement inspiré des tokenomics de Bitcoin, dans le sens où il y a 21 millions de tokens en max supply, des halvings tous les 4 ans. Et là, vu que BitTensor, le réseau est live depuis 2021, c'est un peu l'équivalent de Bitcoin en 2013 en termes de tokens émis. On a à peu près émis la moitié de la supply. Et après, c'est peut-être un peu trop rentré dans le détail, mais vu que chaque subnet a son propre token de subnet, qui lui aussi va refléter les tokenomics de Bitcoin, de BitTensor, donc ce sera le même système, 21 millions de max supply, etc. Et donc voilà, donc on a le Tao qui est le token de BitTensor, le token principal, et on a sur les 128 subnets, 128 tokens de subnet. Et c'est dans ça que les stakers, en fait, ils vont pas acheter de tokens de subnet parce que, tu me dis si je vais un peu trop loin dans... Vas-y. Mais globalement, on va pas acheter un token de subnet, on va y stacker nos Tao. En gros, sur chaque subnet, il y a une pool de liquidité qui est juste en paire avec le Tao et le token de subnet. Et donc voilà, quand on achète un token de subnet, on ne vend pas du Tao pour l'acheter, on stake le Tao, on le bloque dans la pool pour en échange recevoir le token de subnet. Ok. Pour les tokens de subnet, justement, c'est une mise à jour c'est une nouveauté qui a été introduite il y a 1 an, je crois, à peu près. Puisqu'avant, les subnets n'avaient pas de token et donc les gens gagnaient directement du Tao. Pourquoi est-ce que ça a changé? En fait, avant, c'était les validateurs. Donc, les validateurs avaient un autre rôle, en plus d'analyser quel mineur fait le meilleur travail. Ils avaient aussi le rôle de décider quel subnet est le plus méritant, en gros. En fait, les validateurs avaient aussi le rôle qu'ont maintenant les stakers aujourd'hui, c'est-à-dire de décider quel subnet, typiquement, avant, il y avait 7200 Tao à distribuer. Donc, c'est eux qui décidaient, on va mettre 3000 Tao à lui, 3000 Tao à lui, machin. Sauf que le problème, forcément, c'est que ça crée une centralisation où tu avais, je sais pas, les 5 ou 10 plus gros validateurs qui avaient entre 50 et 80% du pouvoir de vote. Du coup, il suffisait que tu sois un gros validateur, peut-être tes potes avec 2-3 autres validateurs, et puis tu vois, très vite, ça peut poser des problèmes de centralisation. Ou si, je sais pas, tes potes avec un des subnet owners, tu peux très vite lui donner plus de récompenses, ou peut-être juste que ton jugement peut être mauvais. Et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'ouvrir ça au marché, de laisser le marché décider de ça. Ok. Qu'est-ce qui donne la valeur aux tokens Tao? Et après on parlera des tokens de subnet. Qu'est-ce qui leur donne de la valeur aussi? Le Tao, globalement, comme pour beaucoup de blockchains, c'est le token de gaz pour payer les transactions, mais ça, à la limite, j'ai envie de dire qu'on s'en fiche presque. Le Tao, c'est aussi, par exemple, si tu veux t'enregistrer en tant que mineur, tu vas devoir payer un fee, une petite quantité de Tao. Quand tu es validateur, pareil, tu dois bloquer des Tao. Et pour enregistrer un subnet, tu dois payer une grosse quantité de Tao. Donc, il y a ça, ce qui donne forcément des utilités au token. Mais je dirais que la principale, c'est en fait de pouvoir s'exposer directement à la réussite de l'écosystème. Parce que, donc, comme je disais tout à l'heure, si tu veux investir sur un subnet, tu es obligé de passer par Tao parce que les subnets ne sont achetables, entre guillemets, qu'avec du Tao. Donc, si un subnet, comme on a vu là, récemment, peut-être qu'on en reparlera, commence à faire un peu de bruit sur Twitter, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit « Ok, putain, moi aussi je vais investir là-dessus », qui ont sorti, qui ont dû aller sur Binance, acheter du Tao, pour pouvoir s'exposer à ce subnet-là, parce que tu es obligé d'acheter, par exemple, si tu veux acheter 1000 balles de tel token de subnet, tu dois d'abord acheter 1000 balles de Tao. Et donc, ça crée directement une pression acheteuse sur le Tao, ce qui fait de Tao un peu le S&P 500 de son écosystème. Ça en fait un peu un index de son écosystème. Donc, si tu es exposé au Tao, tu es exposé à tous les subnets, en fait.
Ok, parce que chaque jour, donc tu disais qu'il y avait 3600 maintenant TAO qui sont émis par le protocole pour rémunérer les mineurs, les subnet owners et les validateurs. Ça génère pas une grosse pression vendeuse du coup de la part de ces gens-là pour récupérer du cash pour faire tourner leur société, en fait, leur subnet, payer leurs équipes ou ce genre de choses-là? Ouais, bien sûr, il y a aussi une pression vendeuse et ça va être le challenge de chaque subnet de gérer cette pression vendeuse parce que forcément, donc comme tu viens de dire, comme on a vu tout à l'heure, les mineurs, les validateurs et le subnet owner aussi, mais bon, le subnet owner, c'est pas dans son intérêt de faire baisser le prix de son token. Et du coup, les mineurs, typiquement sur un subnet comme Schütz, le subnet 64, ou Targon, le subnet 4, où le but des mineurs, ça va être de mettre à disposition de la puissance de calcul. Forcément, eux, ils ont des gros coûts à gérer, quoi. Ils peuvent pas juste gratuitement mettre à disposition des gros GPU pour faire de l'IA gratuitement. Du coup, le subnet va les rémunérer pour ça. Ça va être leur part de récompense s'ils font bien le travail. Et derrière, la plupart, à part ceux qui vraiment ont pas de problème d'argent et croient de fou en ce qu'ils font, ils peuvent garder le token. Mais dans l'idée, il faut partir du principe qu'ils vont les vendre pour couvrir leurs frais au minimum. Et donc le but des subnets, de ce genre de subnet typiquement, ça va être de générer le plus de revenus possible pour compenser, pour offset cette pression vendeuse de la part des mineurs, aussi des validateurs, mais surtout les mineurs, parce que c'est surtout les mineurs sur l'écosystème qui, ils font pas ça, c'est pas du bénévolat, quoi. Ils font ça pour essayer de gagner de l'argent, forcément. Comme j'ai dit, potentiellement, il y en a qui sont fervents croyants de Bitensor et qui n'ont pas besoin de cet argent pour vivre, donc ils vont le garder pour si jamais il prend de la valeur. Mais voilà, beaucoup doivent vendre. Et donc, ça va être un truc à gérer pour chaque subnet. Ouais. Parce que l'objectif, c'est d'avoir plus de pression acheteuse que de pression vendeuse pour que le token TAO et les tokens de subnet arrivent à bien performer, quoi. Exactement. Et du coup, token de subnet, c'est quoi l'intérêt de ce token de subnet-là et comment est-ce que fonctionne un peu plus peut-être en détail l'économie et comment ça s'articule un peu TAO, token de subnet? Quel intérêt d'investir dans un token de subnet plutôt que dans TAO pour toi? C'est pas plutôt l'un ou l'autre, en vrai c'est assez différent. Je dirais quand tu investis dans un token de subnet, c'est juste que tu crois en ce subnet en particulier. Si tu vois un subnet qui te plaît ou que tu penses qu'il a du potentiel, que ce soit qui va générer pas mal de revenus, qui va attirer de l'attention spéculative ou que sais-je, ou qui va faire des découvertes, qui va faire de la recherche, qui va faire des découvertes intéressantes. Bref, si tu crois dans le projet, quoi, c'est un peu comme, je sais pas, tu as une startup qui se lance et tu as un peu le rôle d'angel investor où tu vas te dire, ok, ce truc, il y a un peu de potentiel parce que forcément, au stade actuel de développement des subnets, il y en a très peu qui génèrent encore vraiment des revenus. Donc, tu t'investis pas basé sur les revenus annuels de tel ou tel subnet. T'investis forcément basé sur le potentiel que tu vois, sur la vision, sur la team. Et donc, et après, dans l'idée, le but de chaque subnet owner, forcément, pour créer une genre d'utilité à leur token, ou en tout cas de faire en sorte que ce token prenne de la valeur, parce qu'ils ont tout intérêt à ce que leur token prenne de la valeur pour, encore une fois, choper le plus de parts d'émissions du réseau, être le mieux payé, le mieux rémunérer leurs mineurs, le mieux être rémunéré eux, etc. Et donc attirer les personnes les plus compétentes. C'est ça, parce que forcément, en fait, plus un subnet va être capitalisé, plus il va recevoir de récompenses, plus il aura d'argent à distribuer aux mineurs. Et donc plus ça va être intéressant parce que t'as des subnets où ils vont donner entre 50 et 100 000 $ par jour de récompense. Typiquement, t'as le subnet 62 Ridge où c'est un winner takes all, c'est un système où seulement le meilleur mineur qui a le mieux optimisé le système va être rémunéré. Et du coup, même si t'es un énorme crack dans une des plus grosses boîtes d'IA au monde, tu vois, si pendant 2 semaines d'affilée, tu gagnes 50 000 $ tous les jours, tu fais plus que ton salaire annuel en 1 ou 2 semaines, quoi. Donc même pour ces gens-là, ça peut être très intéressant. Et c'est aussi du coup intéressant pour les subnet owners d'avoir le token le plus capitalisé pour ça. Et du coup, l'idée aussi, ils ont tous ça en tête, ils le savent, et c'est aussi un truc que la communauté attend des subnet owners, c'est que s'ils génèrent des revenus, ils utilisent ce revenu pour racheter directement leur token, pour distribuer la valeur qui est générée par leur subnet directement aux holders, parce qu'après, du coup, ça fait un cercle vertueux en quelque sorte, parce que plus ils génèrent de revenus,
plus ils buy-back leurs tokens, plus leurs tokens montent, plus ils ont de récompenses à distribuer aux mineurs, plus les mineurs optimisent et plus ils ont une solution intéressante à proposer, plus il y a de gens qui investissent et ainsi de suite. Donc ils ont tout intérêt à faire en sorte que leurs tokens prennent le plus de valeur. Et ceux qui font pas ça, ils feront pas long feu. Ok, ça marche. Et n'importe qui peut de toute façon participer, devenir un mineur, un validateur, il n'y a pas de... C'est complètement permissionless, n'importe qui. La barrière à l'entrée, c'est les compétences, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux être au Pérou, dans n'importe quel pays d'Asie, d'Afrique, de ce que tu veux. Tu peux te connecter au réseau, t'enregistrer en tant que mineur. Et si t'es bon, si tu réponds bien aux problèmes, tu seras payé. C'est complètement permissionless. Ok. Pour rentrer un peu plus en détail dans les subnets, c'est quoi toi les subnets que tu trouves le plus intéressant dans Bit&Sor et expliquer simplement ce qu'ils font et peut-être les comparer à des boîtes dans la tech traditionnelle entre guillemets. Le classique, ça va être... je vais parler des plus gros subnets, ça va être plus simple, mais tout à l'heure je parlais de Schütz, de Ridge. Typiquement Ridge, le subnet 62, son but, ça va être d'inciter les mineurs, donc les ingénieurs de leur subnet, à créer les meilleurs agents IA codeurs. En gros, leur but, c'est de concurrencer Claude Code, Anthropic, Codex, Cursor, tout ça. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se baser sur un benchmark qui est le SWE Bench. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ils sauront ce que c'est. En gros, c'est un benchmark, donc c'est une évaluation classique pour déterminer à quel point tel ou tel modèle d'IA est bon pour faire du codage, quoi. Et donc le but des mineurs, ça va être de développer des agents IA qui performent le mieux possible sur ce benchmark. Donc, et grâce à ça, en quelques semaines, quelques mois max, ils ont réussi à égaler ou surpasser Anthropic, donc qui est censé être le meilleur sur ce benchmark-là, sur certains langages de ce benchmark où ils ont vraiment fait mieux que quoi. Donc après, évidemment, il y a des problématiques d'overfitting dont ils ont bien conscience, mais bon, on va pas aller plus loin là-dedans parce que on va perdre les gens. Mais juste, ils ont développé leur propre modèle de c'est ça. zéro. En gros, les mineurs, leur rôle des mineurs, le but, c'était de soumettre un agent IA. Donc, je ne sais plus s'ils passaient par Gingface ou GitHub ou j'en sais rien. Mais en gros, là, ils soumettaient leur agent IA. Les validateurs, donc, ils regardaient l'agent IA, ils faisaient tourner, voir comment il performait par rapport au SWE Bench. Et d'ailleurs, c'est ça. Donc, les validateurs, eux, ils testent l'agent. C'est ça, ouais. Et leur but, c'était de tester quel mineur performait le mieux sur ce benchmark. Donc, après, ils ont pousser un peu plus ce benchmark pour que ce soit pas que sur le SWE Bench, aussi sur le benchmark Polyglot. Enfin bref, là, on va peut-être un peu trop loin, mais dites-vous que voilà, le but, c'est d'inciter les meilleurs agents IA codeurs possibles. Et que grâce à ce système de cet environnement compétitif, le fait que les meilleurs mineurs soient très très bien payés, ça a fait qu'assez rapidement, ils ont atteint des scores de très très bons scores sur ces benchmarks. Après, évidemment, on n'y est pas encore parce que c'est une chose de performer sur un benchmark, c'en est une autre de sortir un produit que les gens utilisent, etc. En plus, comme j'ai dit, c'est pas parce que t'es très bon sur un benchmark que t'es forcément le meilleur en production. Mais là, récemment, ils ont sorti leur produit. Des premiers retours, ça a l'air plutôt très performant. C'est encore beaucoup plus lent que Claude Code. Parce que voilà, c'est le début, ils ont encore de l'optimisation à faire, donc c'est beaucoup plus lent, mais c'est aussi beaucoup moins cher. C'est genre entre 10 fois et 100 fois moins cher que Claude Code. Donc voilà pour Ridge. Après, sinon, tu vas voir le plus gros subnet de Bit&Sor, c'est Schütz. Donc c'est un subnet d'inférence, de compute. Donc c'est un subnet sur lequel les mineurs, leur but, c'est d'agréger de la puissance de calcul, de mettre à disposition des modèles d'IA. Et donc le produit du subnet, ça va être de l'inférence globalement. C'est que tu peux, au lieu d'utiliser l'API d'OpenAI ou d'Anthropic, que sais-je, tu peux utiliser l'API de Schütz qui, eux, ont utilisé les modèles open source les plus performants. Et donc à la fois, tu as une API bien moins chère, même que les concurrents hors OpenAI. Tu as des trucs genre Together AI, ce genre de concurrents de Schütz, un peu des néo-cloud, ce genre de choses. Schütz, même par rapport à des CoreWeave, des néo-cloud, ce genre de choses, ils vont réussir à baisser les coûts grâce à cette décentralisation, cette compétition permanente. Et en plus de ça, ils ont développé ce qui s'appelle le technologie autour du TE, donc une technologie de confidential computing, où en gros une problématique qu'ont beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que quand tu utilises l'API d'OpenAI et compagnie, potentiellement ils peuvent avoir accès à tes prompts, à toutes tes données, et ce qui est un vrai problème. Pour les faire travailler sur des données confidentielles. C'est ça, et donc là l'idée c'est qu'eux, c'est bon, c'est live, ils ont une technologie de full confidentialité, de full privacy, où tu peux utiliser Schütz
Et à aucun moment, ni les mineurs, ni les validateurs, ni Schütz, personne ne peut lire tes prompts. Donc tu peux utiliser le truc de manière 100% confidentielle. Je crois qu'il y a Mistral qui a sorti quelque chose là-dessus aussi, où tu pouvais entraîner des données d'entreprise de manière confidentielle. Voilà, intéressant. Récemment, il me semble. Ça m'étonne pas parce qu'en vrai, c'est une vraie problématique, quoi. À la fois, les boîtes, ils sont bien contents de pouvoir améliorer leur modèle grâce à ça, mais en même temps, tu as de plus en plus de demandes autour de ça. Si vous appréciez l'interview, pensez à mettre un j'aime, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça nous aide beaucoup à faire grossir le podcast et à continuer de démocratiser la crypto-monnaie comme on peut le faire avec Cryptost depuis 2017. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver les interviews sur toutes vos plateformes de podcast comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Ça vous permet d'écouter les interviews en faisant votre sport ou la vaisselle. On vous met tous les liens dans la description. En fait, l'objectif de ces subnets-là, c'est après de proposer des produits qui soient utilisables par le grand public et que le grand public paye même en dollars. Et pas forcément en Tao, parce qu'il y avait toute cette histoire aussi de payer en Tao pour ajouter une pression vendeuse. Mais bon, qui va aller acheter du Tao? Personne, pour payer ça tu peux pas, mais tu peux même pas directement en vrai Schütz. Enfin, les subnets qui sont un peu smart, ils ont bien compris, comme tu viens de dire, que les gens ils vont pas commencer à devoir s'intéresser à Bit&Sor, acheter du token de subnet pour acheter le produit. Donc non, tu payes en dollars très classiquement, mais eux derrière, ils vont prendre tes dollars pour buyback eux-mêmes le token de subnet. Donc c'est complètement abstrait. Enfin, tu t'en rends pas compte. Ouais. Et d'ailleurs, eux, ils buyback le token de subnet plutôt que du Tao, pour le coup. Bah, de toute façon, oui, ils ont tous les subnets buyback leur token de subnet, ils buyback pas du Tao. Et oui, bah, Schütz, typiquement, ils utilisent 100% de leurs revenus pour buyback leur token de subnet. Et aujourd'hui, parce que le but, du coup, comme on a vu, c'est de compenser les ventes de leurs mineurs, tous les subnets. Donc, un subnet qui arriverait déjà à faire plus de revenus que ce que coûtent les mineurs, c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, je sais pas, ils compensent environ 30-40% grâce à leurs revenus. Ils sont à genre entre 5 et 7 millions d'ARR actuellement. De revenus récurrents annuels. C'est ça, de revenus récurrents annuels. Et ça fait qu'ils compensent entre 30 et 40% environ au prix actuel de ce que leur coûtent les mineurs. Mais on peut se dire que c'est pas grand-chose, mais en même temps, il y a deux poids deux mesures. Mais comparé, tu vois, à OpenAI, où eux, ils sont pas à 30-40% par rapport à ce que ça leur coûte, à ce qu'ils doivent lever. Des dizaines, voire centaines de millions par jour. C'est pas 30-40%, quoi. S'ils arrivent à compenser avec leurs revenus 10%, c'est déjà le bout du monde. Donc évidemment, c'est deux échelles très différentes, mais c'est pour montrer que dans l'écosystème startup IA traditionnel, aussi, tu dois brûler du cash, énormément de cash pour pouvoir faire ça. Et tu sais pas, les startup IA quand elles se lèvent, au bout de 2 ans, ça y est, elles sont super rentables. Ouais, parce que là, tu viens de parler effectivement du buyback de tokens de subnet, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément abordé ce sujet-là, mais enfin, tu l'as dit rapidement, mais en fait, il y a une tokenomics pour les tokens de subnet qui est identique au tokenomics de Bit&Sor, c'est-à-dire que sur Bitcoin, et c'est-à-dire qu'il y a 41% des revenus qui sont donnés aux mineurs, 41 aux validateurs et 18% au subnet owner, celui qui a fait le subnet. En fait, les mineurs et les validateurs, du coup, ils gagnent un peu des deux côtés. Ils gagnent à la fois des tokens de subnet et à la fois du Tao. En fait, les mineurs, les validateurs, tout le monde est rémunéré en token de subnet. Le Tao qui est distribué par le protocole, en gros, il va être uniquement injecté dans la pool de chaque token de subnet. Mais les subnet owners, les mineurs et validateurs de tous les subnets, eux, ils sont payés directement en token de subnet. Et donc, s'ils veulent se rémunérer, les mineurs, typiquement, ce qu'ils font, ils prennent leur alpha, ils le swapent en Tao et Tao en dollars. Ok, donc plus ils ont du Tao dans la pool, plus le ratio token de subnet va se rapprocher d'un token de subnet va se rapprocher d'un Tao, en gros, j'imagine, et donc plus intéressant. Là, ça commence à être peut-être un peu trop deep, mais il y a plusieurs systèmes d'émission où genre donc tu as les Tao qui sont émis qui vont dans les pools, mais tu as aussi donc les tokens de subnet qui sont émis, et en fait ils sont splittés en deux. Il y a une partie des tokens de subnet qui sont émis qui vont rémunérer, donc comme on vient de voir, les mineurs, les validateurs et tout, mais il y a aussi une autre partie qui va être émise pour venir équilibrer la pool, pour qu'à chaque fois il y ait un équilibre dans la pool entre Tao et token de subnet. Quand il y a une certaine quantité de Tao qui va être émise au subnet, il y a aussi on va dire l'équivalent pour maintenir la pool au même prix qui va être émise, et ça, ce qui va faire naturellement grandir les pools de liquidité, ce qui fait que dans l'écosystème Bit&Sor, on a des ratios entre market cap et pool de liquidité qui sont énormes. Un Schütz qui est à genre 100-120 millions de market cap aujourd'hui, ils ont presque, 50 millions de liquidité dans la pool, ce qui est énorme. Normalement, un token, s'il a déjà 10% de liquidité par rapport à sa market cap, c'est déjà beaucoup. Donc là, ce qui en fait des tokens potentiellement plus durs à faire pump, mais aussi à l'inverse plus dur à faire baisser. Et c'est pas mal parce que du coup les mineurs, vu qu'il y a une pression constante vendeuse de la part des mineurs
vu que quasiment aucun subnet n'est vraiment rentable aujourd'hui, ça permet qu'il n'y ait pas une pression vendeuse qui fasse que le token va à zéro. Ouais, parce que les deux choses, on va dire, qui permettent de faire augmenter la valeur des tokens de subnet, c'est d'avoir le plus d'émissions de Tao qui arrivent dans la pool. Et pour augmenter la valeur des tokens de subnet. Ouais. Dans les émissions, ça va pas directement. Les émissions de Tao, justement, ça va pas faire bouger le prix du token de subnet parce que quand il y a, mettons, un Tao qui est mis dans la pool del subnet, il va y avoir l'équivalent en token de subnet qui va être émis dans la pool pour justement garder cet équilibre. Ce qui va faire augmenter ou pas le prix d'un token de subnet, c'est purement si le subnet fait des buybacks et la pression acheteuse de la part des stakers, de la spéculation, etc. Ok. Pour finir sur les tokens de subnet, rapidement, on a un peu digressé, après on reviendra sur les différents subnets et les choses intéressantes à regarder. Quand tu regardes un petit peu sur Taostat ou ce genre de site-là qui permettent qui listent un peu tous les subnets, qui permettent de voir le nombre de mineurs, de validateurs, le market cap, etc. En fait, il y a ce qu'on appelle la FDV, la Fully Diluted Value. Donc, c'est-à-dire si tous les tokens étaient émis, il y a beaucoup de projets, la FDV est extrêmement élevée parce qu'on est au tout début. Est-ce que toi, c'est des métriques que tu regardes ou comment est-ce que tu estimes un peu l'intérêt, ou en tout cas le potentiel d'investissement sur tel ou tel subnet ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, oui, comme tu as dit, pour la plupart des tokens de subnet, donc vu que les tokens de subnet reflètent la tokenomics de Tao et que Tao reflète la tokenomics de Bitcoin, les tokens de subnet, donc c'est pareil, c'est max supply de 21 millions de tokens avec des genres de halving tous les 4 ans aussi pour les tokens de subnet. Et donc comme Bitcoin à ses débuts, donc au début, Bitcoin c'est un fair launch, tous les tokens de subnet c'est des fair launch, il n'y a pas de préminage, rien, donc tu pars à zéro de supply, quoi. Donc forcément dans les premiers mois de vie du subnet, tu vas avoir un écart énorme entre market cap et FDV parce que tu n'as même pas 1% de la market cap la total supply qui a été émise, ce qui fait que tu peux avoir un subnet qui a une market cap de 20 millions et une FDV de 200 milliards. Des chiffres pour donner un exemple. Mais du coup, donc c'est tout un challenge en termes d'investissement, d'arriver à jauger à quel moment ça peut être intéressant d'investir, parce que si tu investis alors qu'il n'y a même pas 1% de la supply, le pool de liquidité, il n'y a rien dedans, tu as énormément de slippage, tu peux potentiellement avoir énormément de pression vendeuse, énormément de volatilité. En même temps, si tu attends, peut-être que ça sera trop tard. Mais du coup, là, c'est une balance à trouver. Et puis après, il faut avoir aussi en tête quel est ton horizon d'investissement, parce que oui, il y a une grosse différence entre market cap et FDV, mais si tu investis à horizon 6 mois, 1 an, en fait, la FDV, il ne faut pas vraiment regarder la FDV parce que tu ne vas pas l'atteindre du tout au bout de 6 mois, 1 an. Donc après, c'est aussi toute la difficulté de l'investissement en token de subnet. C'est généralement, tu vas, quand les fonds d'investissement qui sont sur Tao, ils vont avoir tendance à aller sur des subnets qui sont là depuis plus longtemps, donc qui ont déjà, peut-être 20% de leur supply qui a été émise, qui sont plus en place, où tu as beaucoup de liquidité dans les pools, où ça va être plus facile pour eux d'entrer. Et potentiellement, tu vas avoir des gens qui sont prêts à prendre plus de risques, aller sur des plus petits subnets, qui sont plus early dans leurs solutions, dans ce qu'ils proposent et tout. Donc, je dirais que ça dépend plus de ton profil d'investisseur, de ce que tu cherches, plus qu'autre chose. Il n'y a pas de règle générale sur comment investir sur les subnets. Voilà. Ok. On a fait une petite digression. Tu as parlé de Reach, tu as parlé de chute. Il y a quoi d'autre comme projet, subnet intéressant à suivre sur Bit&Sor et toujours pareil, en essayant de comparer avec un peu leur équivalence centralisée, on va dire, dans le monde tech traditionnel. Un qui a fait beaucoup parler récemment sur Twitter, je ne sais pas quand sortira ce podcast, mais c'est Templar, le Sonnet 3. Pourquoi ? Parce qu'ils ont annoncé qu'ils avaient terminé l'entraînement de leur modèle d'un modèle de 72 milliards de paramètres. Donc c'est pas un exploit en soi de faire ça. L'exploit réside dans le fait que c'est les premiers à avoir fait ça de façon distribuée et permissionless. C'est-à-dire que cet entraînement, n'importe qui pouvait participer, donc forcément il faut avoir une certaine quantité de GPU à sa disposition. Tu peux pas y aller avec ton Mac, mais n'importe qui a soit un gros setup de GPU chez soi, soit un data center ou quoi, pouvait participer. Et distribuer aussi, ça c'était peut-être le plus gros challenge, c'était que les différentes personnes qui entraînaient ce modèle étaient potentiellement dispatchées sur plusieurs continents. Là où normalement pour entraîner un modèle, tu dois tout centraliser parce que sinon tu as des problématiques de bande passante. Et donc on va pas aller dans tous les détails, mais en gros ils ont ce subnet, ce qu'ils ont
Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de créer tout un tas de technologies, de systèmes d'optimisation pour justement réduire au maximum cette problématique de bande passante pour pouvoir justement permettre d'entraîner des modèles d'IA de façon décentralisée / distribuée. Et là, donc, comme j'ai dit récemment, ils ont annoncé avoir fini d'entraîner un modèle de 72 milliards de paramètres qui se débrouille pas trop mal sur des benchmarks. Donc en soi, pour l'instant, ils concurrencent rien. C'est plus un proof of concept parce que, tu vois, sur les benchmarks, ils ont à peu près les mêmes performances que le modèle de l'IAMA qui avait sorti Meta il y a genre 3 ans. Donc évidemment, depuis, il y a du chemin qui a été fait et ils sont absolument pas compétitifs avec des modèles actuels. Mais c'est une première, ça n'a jamais été fait auparavant. Et typiquement, ça commence à intéresser des acteurs. Un des cofondateurs d'Anthropic, dans un de ses derniers articles de blog, justement, il en parlait, quoi. Il le mentionnait comme le premier réseau distribué d'entraînement de modèles d'IA. Et ça intéresse de plus en plus de gens parce que c'est vrai qu'à terme, tout comme Bitcoin, si tu arrives à créer un système où tu peux agglomérer de la puissance de calcul et l'utiliser un peu à travers le monde, c'est vrai que tu pourrais arriver à une masse de GPU conséquente et potentiellement ça te permettrait de, comme on parlait au tout début de contre-pouvoir à ces énormes entités, d'avoir un contre-pouvoir où on peut créer des modèles plus ouverts ou où tu vas challenger cette centralisation de quelques gros acteurs qui ont les modèles, etc. Et donc c'est un peu la vision à terme, mais actuellement c'est vraiment du proof of concept encore. Ok, effectivement des acteurs qui pourraient modifier leur modèle, qui pourraient choisir une telle ou telle utilisation pour leur modèle ou ce genre de choses-là. Ouais, après, voilà, l'idée c'est de ne pas avoir un monopole de l'IA par OpenAI, Anthropic, tu sais pas ce qu'ils vont faire avec tes données, tu sais pas, tu maîtrises pas la censure, machin, c'est vraiment d'avoir une alternative open source, décentralisée à tout ça, quoi. Et puis après, peut-être aussi en termes de data center, on l'a vu là, avec la guerre en Iran, États-Unis, il y a certains data centers qui ont été touchés, donc c'est vrai que d'avoir tout centralisé peut-être au même endroit fait aussi peser un risque potentiel là-dessus en cas de catastrophe nucléaire ou naturelle qui pourrait arriver. Ouais. Mais ouais, et puis voilà, comme l'a montré Bitcoin, potentiellement qu'un jour on arrivera à plus être limité par la bande passante, à vraiment bien coordonner des acteurs qui sont sur différents continents, qui parfois, au moment, leur GPU vont s'éteindre à tel ou tel endroit et continuer l'entraînement malgré ça. Et potentiellement que à terme, ça sera la manière de faire la plus optimale et qu'on arrivera à faire des modèles plus puissants, peut-être plus optimisés que actuellement. Mais on n'y est pas encore, tu vois, c'est sûr, mais... C'est déjà une première avancée où ils ont quelques autres on va dire, concurrents dans l'écosystème un peu crypto-IA qui ont essayé de faire ça, et même avec des gros financements. Je pense à Nous Research, par exemple, qui ont en plus sorti Hermes Agent qui a bien pris dernièrement, mais eux, ils sont même pas... Ils ont galéré à entraîner un modèle de 40 milliards de paramètres. Le modèle était très mauvais, ils ont mis beaucoup de temps et c'était même pas permissionless, c'est-à-dire que c'était des acteurs qu'ils avaient ciblés, qu'ils avaient autorisés à rejoindre le réseau, donc ce qui fait une grosse différence. Ok, donc ça c'était le subnet Targon. Pas Targon, Templar. Pardon. Templar, c'est le subnet 3. C'est le 3, avec Covenant, et donc ces mineurs-là étaient rémunérés en token de subnet. C'est ça, ouais. Donc les mineurs, leur but, ils étaient rémunérés à ceux qui optimisaient le mieux, donc ceux qui forcément avaient la puissance de calcul nécessaire pour participer au truc. Et ceux qui étaient le mieux rémunérés, ceux qui apportaient les optimisations, les améliorations les plus pertinentes au modèle. Ceux qui amélioraient le mieux le modèle. Voilà. Est-ce que tu as d'autres subnets un peu intéressants comme ça je pense en simple à comprendre, on a qu'on peut facilement comparer avec des concurrents centralisés. Il y a Ipus, c'est du stockage. En gros, c'est un subnet qui propose une solution de stockage qui est drastiquement moins chère que les AWS, GCP, Cloudflare et compagnie. Donc ça, c'est le subnet 75. Après, on a Score. Score, c'est assez intéressant aussi ce qu'ils font. Score, c'est le subnet 44, c'est un subnet de computer vision. Donc le but de subnet, c'est d'inciter en gros le développement des meilleurs modèles de computer vision. Leur subnet est puissant dans le sens où, grâce au fait qu'ils peuvent bénéficier de plein de mineurs à travers le monde qui sont potentiellement très très bons, ils vont pouvoir s'attaquer à plein de
plein de secteurs de la computer vision en créant plein de tâches différentes sur le subnet où tous les mineurs vont pouvoir répondre à telle ou telle tâche. Et donc, pour répondre à un besoin très large, typiquement, ils ont pas mal de partenaires. Ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps Avia, donc le réseau de stations essence. Donc, en gros, Score, globalement, c'est n'importe quelle caméra pourrait utiliser leur technologie pour améliorer tel ou tel process. Typiquement, Avia. Ils ont besoin de modèles de computer vision pour détecter les personnes, les voitures, pour voir s'il y a un problème, pouvoir intervenir, etc. Mais ça peut être dans l'industrie, ça peut être, je sais pas, dans Decathlon pour pour que les caméras puissent identifier, je sais pas, si quelqu'un vole ou dans n'importe quel magasin dans l'idée. Donc ça se généralise à énormément d'industries. Et ce que je trouve intéressant moi aussi sur le subnet Score et sur ce qu'ils font, c'est que donc la computer vision, comme tu dis, c'est de permettre de rendre les caméras un petit peu intelligentes ou de mieux comprendre leur environnement et ce qui se passe. C'est aussi sur le côté robotique et de pouvoir entraîner les robots à directement détecter que telle chose et tel objet, etc. Ouais, c'est un gros use case, donc c'est un peu early pour le mettre en production, mais clairement, ce sera sûrement plus tard. En fait, la boîte avec laquelle je peux la comparer, peut-être c'est le nouveau truc de Yann Lequin, je me rappelle plus la boîte qu'il est en train de monter là. Je sais pas si c'est directement. C'est quand même je crois que c'est de la computer vision un petit peu aussi que lui fait. J'ai juste vu les annonces. Pour moi, il voulait développer des world models, donc un peu une alternative au LLM. Pour lui, les LLM allaient être limités et ça allait on n'allait jamais atteindre les GI avec des LLM. Et donc, il voulait développer des world models, mais peut-être que les world models ont besoin de computer vision. J'avoue que je suis pas très renseigné plus que ça là-dessus. Ok, ça marche. Et du coup, par rapport à d'autres projets IA dans la crypto ou des pins, toi, tu mets BitTensor largement au-dessus, ou alors c'est des modèles tellement différents par rapport à des modèles plus traditionnels de projets crypto IA que c'est incomparable? En soi, c'est pas. Enfin, ça dépend quel projet. Le crypto IA, l'écosystème crypto IA est assez large, même s'il n'y a pas grand-chose de très pertinent au final. Mais ça peut être comparable. Typiquement, avant de parler de BitTensor, on parlait des pins de GPU, donc des réseaux où tu viens agréger de la puissance de calcul décentralisée, comme Render, Golem qui a été le premier, des Akash Network qui sont assez connus, où au final, tu peux un peu comparer, tu peux clairement comparer un Schütz ou un Targon à un Akash ou un Render. Sauf que pour moi, les subnets BitTensor font ça. Pour moi, je peux appuyer ça avec des chiffres. J'en avais fait des vidéos où pour moi, c'est factuellement mieux. Et oui, sinon sur le reste, parce que du coup, ça, Schütz et Targon, c'est juste un subnet, un use case sur tout ce que c'est BitTensor. Donc, c'est pas vraiment. On peut comparer en fait beaucoup de projets crypto IA. On peut pouvoir les comparer à peut-être un subnet ou deux subnets en particulier. Mais l'entièreté de BitTensor est incomparable à n'importe quel autre projet crypto IA. C'est même pas. Parce que l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'ils soient un petit peu compatibles ou qu'ils s'utilisent eux-mêmes pour se renforcer, pour utiliser, pour améliorer et proposer des produits qui soient plus pertinents auprès du grand public ou auprès de professionnels. Tu veux dire entre subnets? Ouais, entre subnets. Ouais, entre subnets, du coup, un autre avantage aussi de construire sur BitTensor, c'est que tu vas pouvoir utiliser les commodités d'autres subnets. Typiquement, quand tu montes un projet dans l'IA, souvent tu as besoin de stockage, tu as besoin d'inférence, tu as besoin de GPU, et tu peux utiliser Schütz pour avoir de l'inférence, de la super inférence pas chère, tu peux utiliser Targon pour avoir des GPU pas chers, tu peux utiliser Ipus pour avoir du stockage pas cher. Et donc oui, souvent les subnets font beaucoup de partenariats entre eux pour trouver des synergies, parce que tu peux drastiquement baisser les coûts en ayant un service équivalent, voire supérieur aux concurrents centralisés. Tu pourrais même peut-être rémunérer en token ton propre token de subnet, où il n'y a pas des systèmes comme ça qui fonctionnent, où ils s'échangent un peu leur propre token de subnet pour se payer. Je sais que typiquement Schütz, le subnet 64, tu peux payer leur service avec, il me semble, n'importe quel token de subnet, justement pour permettre, encore une fois, de faciliter ces synergies. Donc il y a beaucoup de synergies entre subnets. Ouais. Ok. On voit qu'il y a quand même pas mal de pointures, il y a quand même pas mal de gens assez impliqués dans l'écosystème crypto, l'écosystème tech qui s'intéressent à BitTensor, voire qui sont investisseurs. Comment est-ce que tu expliques tout ça et c'est quoi leur thèse à eux? Est-ce que vraiment ils investissent sur les tokens de subnet ou un peu comme les projets crypto, token versus equity? Parce qu'il y a des boîtes aussi qui ont monté
Enfin, il y a des subnets qui ont monté leur propre boîte. C'est quoi un peu ta vision de est-ce qu'en fait le token de subnet sert vraiment à quelque chose si derrière tu as une vraie boîte qui a de l'equity et donc dans laquelle tu peux potentiellement investir et avoir des parts, des actions. Est-ce que tu sais un peu ce que font les fonds d'investissement vu que tu en parlais tout à l'heure? Les boîtes, il y en a très peu. Il y en a une en particulier, mais je pense que c'est vraiment pas un exemple. Donc les boîtes qui ont un subnet, il y en a une en particulier à laquelle je pense, qui a aussi une espèce d'entité avec une action derrière, une réaction. Mais pour moi, ça a aucun sens parce que déjà la communauté a vite compris que c'était pas du tout la bonne manière de faire parce que du coup les intérêts sont pas du tout alignés parce que du coup ces gens-là, enfin ces subnets-là, si ça existe, ils vont privilégier je sais pas, leurs actionnaires ou quoi plutôt que leur token de subnet. Donc les intérêts sont pas du tout alignés. Pour moi, ça peut pas marcher. Il faut t'as un subnet, un token de subnet. Tu vas pas commencer à créer une structure qui a une action ou je ne sais quoi, tu vois, ou de l'equity. Si tu veux recevoir des investissements, les personnes qui investissent, elles investissent dans ton token subnet. Tu peux organiser des deals OTC pour donner une petite réduction si tu veux, mais Côté C, c'est pas sur le marché. Imaginons un subnet owner qui récupère 18% de ses tokens, et ben il va en vendre une partie pas sur le marché pour pas impacter trop le cours de son token. Et j'ai oublié la première partie de ta question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de pointures qui s'intéressent à Bitensor? Je pense à Gary Silbert notamment. Tu parles de Barry Silbert. Barry Silbert, donc, c'était un des personnages très, très early dans l'histoire du Bitcoin qui a identifié l'opportunité, qui a créé des structures autour de ça en premier, travaillé à Grayscale. C'était un des premiers à vouloir créer un ETF autour de Bitcoin. Il a été très très précurseur autour de ça. Et depuis quelques années, là, il s'est mis à fond dans Bitensor. Donc il a créé une autre filiale de DCG qui s'appelle Yuma, qui est une boîte entièrement dédiée à Bitensor. Donc Yuma, ils ont une partie un peu incubateur pour aider les subnets, ils ont une partie mining pour aider les subnets sur la partie mining, quoi, essayer de travailler là-dessus. Et lui, il est très, très convaincu du fait que Bitensor, je sais pas, je pense qu'il a, en quelque sorte, il a vu un peu ce qu'il avait vu pour Bitcoin, mais pour peut-être un peu la partie IA, tu vois, la façon de vulgariser Bitensor, c'est un peu de dire que c'est le Bitcoin de l'IA, c'est le plus simple, évidemment que ça prend énormément de raccourcis, mais c'est un peu l'idée. Et il y croit. Après, je suis pas dans sa tête, je sais pas exactement ce qu'il pense et tout, mais ce qui est sûr, c'est que il investit beaucoup là-dedans, il investit énormément là-dedans. Et à travers Yuma, en plus de ça, il a aussi, à travers Grayscale, il essaye de créer des produits structurés, tout comme il avait fait avec Bitcoin pour Tao. Donc son but, c'est de créer un ETF Tao, concrètement. Il y a déjà des produits financiers autour de ça, mais le ETF, c'est un peu le Saint Graal. Et en plus de ça, donc c'est pas que pour Tao, parce qu'à travers Yuma, il a aussi créé des genres d'index pour permettre à des investisseurs institutionnels de s'exposer à ces index. Et ces index, en gros, c'est comme un espèce d'ETF de tous les subnets, quoi. Donc tu vas pouvoir t'exposer à travers cet index à la prise de valeur de tout l'écosystème. Et après, plus récemment, je sais pas si tu as vu, tu as Jason Calacanis, qui est un angel investor assez connu aux États-Unis, qui host du All In Podcast et du This Week in Startup. C'est des podcasts un peu entrepreneurial tech assez connus là-bas, surtout le All In Podcast, qui a été ramené sur Bitensor, qui a rejoint un fonds. Donc il y a un acteur de l'écosystème Bitensor qui s'appelle Mark Jeffrey, qui a créé un fonds d'investissement autour de Bitensor et de ses sonnets, et qui est un ancien ami de ce gars, Jason Calacanis, et Jason Calacanis qui a rejoint un peu au début juste parce qu'il croyait son pote, parce qu'il a été précurseur, pareil sur Bitcoin et tout un tas d'autres choses, qui a au début décidé juste de mettre des billes parce qu'il doit être sûrement à blinder. Il s'est dit bon, pourquoi pas, il a rejoint le fonds en tant que partenaire, mais en soi il connaissait pas plus que ça Bitensor. Mais depuis quelques semaines, il commence à dédier certains de ses podcasts à des subnets, où il a fait venir le subnet 75 sur un podcast. Là il y a quelques jours il a fait venir le subnet 71, bref, et il en parle de plus en plus. Dernièrement là il a fait aussi des petits tweets. Je sais pas si tu as vu son tweet épinglé actuellement, en tout cas hier c'était le cas, c'était Tao supérieur à BTC. Bon, forcément ça fait du bruit parce que tu as toute la communauté Bitcoin qui se fusque, et en plus même moi je trouve que c'est pas ça très pertinent. Tu as d'ailleurs le fondateur de Bitensor qui a quote son tweet en rappelant que Bitensor n'est rien sans Bitcoin, etc., pour un peu venir mesurer le propos, parce que ça veut un peu rien dire de dire Tao supérieur à Bitcoin. Oui, ça dépend desquels. Ça dépend si c'est en termes de prix. Je
j'en doute quand même qu'un jour Tao soit supérieur à Bitcoin en termes ça va être compliqué, oui, mais tu vois, même c'est des assets incomparables. L'écosystème crypto n'est rien sans Bitcoin. BitTensor n'aurait jamais été créé sans Bitcoin. Ouais. Le fondateur de BitTensor est un fan avant tout de Bitcoin. Mais voilà, et donc, et puis il s'est mis à en parler de plus en plus dans ses podcasts, jusqu'à, il y a eu un all-in podcast, donc vraiment des podcasts à grande audience où il a des plus grands noms de la tech qui passent dessus. Le dernier, il y avait donc Shamas et le CEO de Nvidia, Jensen, où Shamas est venu parler de BitTensor et spécifiquement de Templar, donc de parler de l'entraînement, du fait que Templar réussit à entraîner un modèle de façon distribuée décentralisée sur BitTensor. Donc ça, pareil, ça a permis de réveiller un peu toute la spéculation autour de Templar, parce que les gens se sont dit, ah ça y est, il y a le CEO de Nvidia est au courant que Templar existe, que BitTensor existe et tout. Bon. Je pense il n'en a pas plus grand chose à faire que ça de BitTensor en soi, mais tu connais Twitter, hein, c'est toujours pareil. Hein. Tu mets une petite vidéo, un extrait où ça parle de BitTensor, où tu as le fondateur de Nvidia, ça fait parler, quoi. Ouais. Et parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de détracteurs de bitcoiners ou autres qui à chaque fois en fait se demandent quel est l'intérêt de tel ou tel token qu'on pourrait très bien faire sans token, sans Après, Tao. Parce que les Bitcoin Maxi n'ont pas un problème avec tous les autres tokens qui existent sur la planète Terre. Est-ce qu'en soi BitTensor aurait pu fonctionner sans Tao ou en utilisant Bitcoin ou en utilisant est-ce que ça aurait pu là tu vois, avec tout ce qu'on a dit, les systèmes de tokens de Subnet, comment tu peux faire ça avec Bitcoin, comment tu peux faire ça avec du dollar, c'est impossible. C'est impossible, et c'est aussi pour ça parce que les Bitcoin Maxi tu vois le marché crypto de toute façon ces 2 dernières années, tu as 99% des projets qui sont morts. Enfin, ça leur a plutôt donné raison dans la thèse comme quoi il y a Bitcoin et la plupart du reste, c'est vraiment, vraiment de la merde. Clairement. Et les stablecoins, donc le dollar. Voilà, et je comprends aussi leur scepticisme, pareil, par rapport à BitTensor. Et puis dans tous les cas, tu vois, BitTensor, c'est pas nouveau que tu as un écosystème où il y a un peu d'engouement, où tu as un peu d'euphorie autour, on va dire. Et qu'au final, ça se passe pas très bien. Donc, je pense que BitTensor a vraiment des sérieuses chances que ça finisse pas comme ça, mais peut-être que ça sera le cas. Et c'est aussi pour ça qu'au début, je partais de Bitcoin pour aussi potentiellement, que ce soit les Bitcoin Maxi ou juste les gens qui connaissent Bitcoin, voient sur quoi se base BitTensor et essayer de montrer que si tu comprends l'intérêt de Bitcoin et ce qui a fait de Bitcoin ce que c'est aujourd'hui, potentiellement ça peut, je sais pas, peut-être séduire un Bitcoin Maxi, je sais pas si c'est possible sur un autre projet crypto, mais lui faire comprendre que BitTensor a repris le concept qui a bien marché sur Bitcoin, donc le système d'incitation, de mettre en compétition, etc., mais juste en l'appliquant à d'autres use cases, quoi, à reprendre le concept de Bitcoin mais en l'appliquant à des cas d'utilisation plus orientés IA. Parce que je pense que eux ce qui les interroge, c'est comment est-ce que tu génères de la demande sur Tao, pourquoi est-ce que en fait les mineurs, je pense qu'ils comprennent très bien l'intérêt pour les mineurs et les validateurs, etc., donc de récupérer un maximum de Tao ou de tokens de Subnet et de les revendre pour revendre les tokens de Subnet en Tao et revendre les Tao pour du dollar ou autre pour gagner de l'argent, mais il faut effectivement que ce soit compensé par un achat de l'autre côté, quoi. Oui, forcément, comme je t'ai dit, à terme, actuellement, la prise de valeur des tokens de Subnet, c'est quasiment que de la spéculation. Mais à terme, l'objectif, c'est que les Subnet aient de vrais produits, de vrais partenaires, des trucs fonctionnels, engrangent de vrais revenus, et que ces vrais revenus servent à buy back le token pour qu'il y ait une prise de valeur du token saine, je sais pas si c'est le bon terme, tu vois, mais qui soit pas uniquement lié à de la spéculation. Parce qu'en termes de buyback, donc de rachat de tokens, il y a Hyperliquid qui est très connu avec le token Hype qui fonctionne plutôt très bien. Donc l'idée effectivement c'est de reprendre un peu ce système-là, un peu comme du rachat d'actions dans la finance. C'est ça. C'est vraiment de lier la réussite du Subnet à ceux qui ont investi dedans, au fait que l'actif prenne de la valeur. Et comme je disais tout à l'heure, de toute façon, les Subnet owners sont eux aussi incités à ce que leur token prenne de la valeur, parce que si leur token fait que en perdre, leur Subnet va finir par se faire jarter du réseau. Enfin, même avant de se faire jarter du réseau, ils vont recevoir peu de récompenses, même pour eux, pour leurs mineurs. Leur Subnet va être un peu naze parce qu'il va produire des communautés digitales pas terribles, alors qu'à l'inverse, ils sont tout incités à faire en sorte que leur token prenne le plus de valeur. Et pour ça, quelque chose qui est vraiment pris en compte et qui intéresse beaucoup les gens, l'écosystème BitTensor, ceux qui investissent dans les Subnets, c'est de voir si le Subnet
a au moins des plans pour de génération de revenus. Tu vois, typiquement un Templar, les gens savent très bien que c'est plus un subnet de recherche, où voilà, leur but, ça va être de faire de la recherche, développer des systèmes pour entraîner des modèles d'IA, et qu'ils ne sont pas prêts de générer des revenus, tu vois. Donc il n'y a pas que des subnets, c'est pas la seule métrique à avoir en tête, c'est ça que je veux dire, c'est pas juste les revenus, parce que des subnets comme ça, où c'est pas l'objectif principal à court terme. Mais oui, c'est une métrique importante pour beaucoup de subnets. Typiquement un Schütz qui propose une solution d'inférence pour essayer de concurrencer les API des concurrents centralisés, bah oui, eux, leur but, ça va être de générer du revenu maintenant. Ça y est, ils ont l'infra, leur but, ça va être... parce qu'au début, ce qu'ils ont fait, par exemple, un Schütz, ce qui leur a été beaucoup reproché, il me semble aussi par des Bitcoin Maxi, c'était de dire que, ok, Schütz, c'est cool, mais s'ils proposent des prix bas ou quoi, c'est parce qu'ils subventionnent leurs inférences, ce qui était complètement vrai au début. Au début, tu pouvais utiliser les inférences de Schütz gratuitement parce qu'ils utilisaient leur Tao pour subventionner l'utilisation de leur solution. Parce que les inférences, c'est tu vas aller utiliser leur API à eux plutôt que les API exactement. officielles. Tu remplaces une API de... Mais avec Schütz, tu peux quand même avoir accès à Anthropic, au modèle d'Anthropic. C'est que des modèles open source. C'est que des modèles open source. C'est que des modèles open source. Et du coup, là, depuis quelques temps, en même temps donc, de développer ce confidential computing, ils ont aussi fait en sorte d'enlever progressivement ces subventions jusqu'à maintenant être quasiment, peut-être à plus de 80% d'inférences qui ne sont pas subventionnées, ou c'est que des gens qui ont payé pour avoir accès au service. Est-ce qu'on a déjà vu un subnet qui utilise le système de Bitensor pour se lancer, une fois qu'ils ont réussi à attirer certains talents, à bien développer leurs produits ou autres, quitter en fait Bitensor pour aller développer ça de leur côté, maintenant qu'ils ont la base pour travailler, pour avoir quelque chose de correct? Ouais, je sais que c'est une question qui a beaucoup été, que j'ai vu pas mal de fois être posée, et non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, et dans l'idée, c'est pas possible que ça arrive, parce que ce qui fait qu'un subnet va être très intéressant et proposer une solution très pertinente, c'est parce que les mineurs du subnet, c'est eux qui produisent l'intelligence du subnet en soi, c'est eux qui produisent la communauté, c'est eux qui produisent le service directement. Donc si juste ton subnet, à un moment, il est super performant, tu te barres pour faire ton truc à côté, t'as plus les mineurs en fait. Donc tu proposes plus du tout la ressource que tu pouvais proposer. À la limite, je sais pas, peut-être tu arrives à rentrer en contact avec tes mineurs, à les embaucher en interne peut-être, mais déjà c'est jamais arrivé, et puis je sais pas si c'est près d'arriver, quoi. Mais pour l'instant, on n'a jamais vu peut-être que c'est arrivé sur un subnet tout pourri, dont je me rappelle pas le nom, mais c'est arrivé sur aucun gros subnet. Il n'y a aucun gros subnet qui est parti de Bitensor pour faire son truc de son côté. C'est quoi, toi, les risques qui pourraient faire que Bitensor échoue Et en même temps, j'en profite, est-ce que Bitensor, on reviendra après peut-être sur est-ce que la Bitensor est vraiment décentralisée, en tout cas pour le moment? Du coup, sur le fait que Bitensor échoue, je dirais que tout simplement, c'est que si le prix, je dirais qu'en vrai, c'est surtout une problématique de prix. Tu vois, typiquement, si là, je sais pas, il y a un contexte géopolitique dramatique qui fait que Bitcoin s'écroule, forcément, Bitensor sera lié à Bitcoin. Donc il s'écroulera aussi, et si le prix du Tao baisse trop, il y a un moment où ça va plus assez rémunérer les mineurs. Typiquement, on l'a vu avec Schütz, le Sonnet 64, j'avais fait une vidéo dessus il n'y a pas très longtemps, où quand le Tao était déjà à $150, la plupart des mineurs sur Schütz, c'était plus rentable. En fait, ils gagnaient pas assez de récompenses par rapport à ce que leur coûtait leur infra, au prix de $150 environ le Tao. Du coup, si Tao continue à descendre, même si Tao passe en dessous des $100, ce que je dis dans ma vidéo, ça pourrait complètement tuer le réseau, parce que ça viendrait créer un cercle vicieux où le Tao baisse, ça fait moins de récompenses pour les mineurs, ça fait que le subnet a moins de mineurs, donc a moins de GPU à mettre à disposition, donc peut gérer moins de clients, donc a moins de revenus, et donc que des cercles vicieux comme ça. Donc pour moi, clairement, ce qui pourrait tuer Bitensor, tout simplement, c'est un marché crypto effrayant et qui, un Tao trop bas, tout simplement un Tao trop bas, et qui fasse qu'il n'y ait plus assez de récompenses pour faire vivre tous les acteurs de l'écosystème. Ok. Pas un risque d'attaque sur le réseau ou autre Oui, après, comme pour tout système informatique, oui, tu as des risques. Oui, tu peux avoir un risque de hack, peut-être un risque de hack protocolaire qui tue il y a toujours ce risque. Mais j'ai envie de te dire, tu vois, pour Bitcoin, c'est aussi est-ce que l'informatique quantique va tuer Bitcoin? Tu vois, il y a des risques comme ça, on va dire, sur à peu près tous les systèmes informatiques. Donc, Et en termes de décentralisation, est-ce que vraiment n'importe qui peut rentrer sur Bitensor, faire ce qu'il veut, ou il y a quand même c'est quand même contrôlé
par une sorte de fondation, un petit peu comme quand on dit qu'Hyperliquid est décentralisé. Bon, Hyperliquid est décentralisé, mais il y a quand même, aux dernières nouvelles, 60% des nœuds qui sont opérés par la fondation, par les employés d'Hyperliquid. Donc, Alors la participation dans les subnets est complètement permissionless. Le fait d'enregistrer un subnet, c'est complètement permissionless. T'as juste à avoir la bonne quantité de TAO. T'as personne qui va review ta candidature. Pareil, si tu veux t'enregistrer en tant que mineur, il n'y a personne. Voilà. Par contre, c'est très centralisé encore aujourd'hui au niveau des nœuds de la blockchain en fait. Après, la blockchain BitTensor va vraiment juste servir à décider à qui allouer les TAO. Et en gros, donc voilà, les nœuds de la blockchain sont aujourd'hui très centralisés et quasiment exclusivement gérés par la fondation, comme tu as dit. Donc il y a une fondation derrière BitTensor, la fondation OpenTensor, qui jusqu'à présent a été très centralisée, mais ils ont toujours eu ça bien en tête. C'est juste que eux, ça leur permettait d'itérer beaucoup plus vite sur les changements majeurs qu'il fallait faire à BitTensor. Tu vas t'en parler tout à l'heure, la mise à jour Dynamic TAO de février dernier, pas de cette l'année d'avant, qui a permis à tous les tokens de subnet à tous les subnets d'avoir leur token de subnet justement, de laisser le marché décider à qui allouer les émissions, etc. Bon, bref, il y a eu tout un tas d'updates qui ont été mises en place comme ça, et c'était bien pratique pour eux de pouvoir itérer vite grâce à cette centralisation de pouvoir et de mise à jour. Mais maintenant, ils estiment qu'ils sont à un stade où BitTensor est complètement mature d'une certaine façon, où il n'y a plus grand chose à faire. Et donc là, ça fait quelques mois, ils ont fait la fondation a fait un genre de podcast officiel pour expliquer tout ça, expliquer qu'en 2026, une grosse partie de la roadmap, c'est de décentraliser complètement le protocole. Donc de passer progressivement, je n'ai plus exactement la timeline en tête, mais d'un système où tous les nœuds sont centralisés et contrôlés par la fondation, à du nominated proof of stake, où après les validateurs ils vont pouvoir gérer des nœuds, etc., jusqu'à décentraliser de plus en plus de ce côté-là. Et même d'un point de vue pouvoir de décision, les deux cofondateurs de BitTensor ne sont plus dans la fondation. Ils sont plus CEO de la fondation. Tu vois, un peu ça a peut-être vexé énervé péter ses backseats, tu vois, mais un peu de la manière de Satoshi Nakamoto quand il s'est éloigné du projet, quand il estimait que Bitcoin était assez mature, etc. Bon, ouais, on peut faire le parallèle où là ils se sont dit c'est bon, mon bébé est assez mature, il peut se développer tout seul, je laisse la main à l'écosystème. Et donc c'est pour ça que Jacob Steves, un des deux cofondateurs qui était jusqu'à maintenant CEO de la fondation, il y a quelques semaines l'a quitté. Il est toujours très actif dans l'écosystème, plus qu'avant, parce qu'il a déjà lui il a un subnet, le subnet 120. Et voilà, il fait du mining, il est à fond là-dedans, il ne s'est pas du tout barré, mais il est plus CEO. Et donc le pouvoir de décision, donc, comme j'ai dit, la décentralisation au niveau des nœuds, mais aussi ils veulent mettre en place un système de gouvernance pour faire passer les updates, pour que ça soit plus juste la fondation qui décide quand passer les updates, quels updates passer. Et donc pareil, tout un tas de mécanismes pour décentraliser cette gouvernance, sans arriver à un système de DAO, comme on a vu que ça marchait quasiment jamais en crypto, récemment, qui est censé être une des meilleures DAO. Bon, on a vu que c'est un peu la cata. Donc sans arriver à là, parce qu'on a vu que ça marchait pas ultra bien, donc ça sera très progressif. Ils ont en tête que voilà, Rome s'est pas faite en un jour, et progressivement décentraliser les nœuds, décentraliser la gouvernance. Et à l'inverse de qu'est-ce qui pourrait tuer BitTensor et TAO, qu'est-ce qui pourrait le propulser à plusieurs milliers de dollars, voire plus haut que Bitcoin pour les plus fous? Plus haut de Bitcoin, ça va être. On peut déjà le propulser que je sais pas, TAO fasse x10. Pour moi, ça va complètement dépendre des subnets, parce qu'en soi, TAO, c'est vraiment, comme je dis, l'incubateur. C'est pas. Oui, tu peux avoir des acteurs, comme on a vu, Jason Calacanis, qui commence à se mettre à faire des tweets TAO supérieur à BTC, qui vont faire prendre quelques pourcents supplémentaires sur certains jours au TAO, mais bon, ça va pas être game changer. Pour moi, ce qui peut vraiment changer la donne, c'est qu'un subnet commence à vraiment percer complètement dehors de l'écosystème crypto. Même si tu vois Schütz, ils ont des utilisateurs qui viennent pas de BitTensor, qui viennent pas de l'écosystème crypto. On reste encore assez enfermé dans notre cercle crypto. Donc c'est par exemple le Ridge de Sonnet 62, qui est souvent pris en exemple pour ça. Imagine que leur produit, à un moment, il arrive à vraiment être au minimum équivalent qu'un Cloud Code ou un Cursor, mais en baissant les coûts, et que ça commence à vraiment en faire parler, peut-être pas comme quand il y a eu OpenClaw qui est sorti, mais tu vois que ça fasse vraiment parler sur les réseaux, que ça explose en termes d'adoption et ce genre de trucs. Ça pour moi ça pourrait vraiment propulser complètement BitTensor, parce que déjà les gens chercheraient à s'y exposer. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour s'exposer à un subnet tu dois d'abord acheter du TAO.
Donc ça, pour moi, ça pourrait vraiment faire péter Bitensor. Et puis même de manière générale, le fait que le play Bitensor, tu vois, c'est compliqué pour un retail d'investir dans une boîte IA. Moi, je parle hors crypto, tu vois. Nvidia, c'est déjà extrêmement capitalisé. Et personne, à part certains gros VC, la Silicon Valley, peuvent s'exposer à des boîtes prometteuses early stage. Donc en soi, Bitensor, c'est aussi une façon pour les particuliers à travers le monde de s'exposer un peu à l'IA, tu vois, d'une certaine façon, avec un gros upside, parce que Bitensor aujourd'hui, c'est, je crois, à peine 3 milliards de market cap. Donc c'est un peu le pari aussi potentiellement des particuliers. Donc voilà. Mais je pense majoritairement, ça serait le fait que des subnets explosent en dehors de Bitensor avec des solutions qui viennent complètement challenger leur concurrent centralisé. Ok. Et toi, tu fais quoi sur Bitensor? Tu participes en tant que mineur à certains subnets ou en tant que validateur ou voilà, comment un particulier qui veut pas forcément acheter du Tao ou du token de subnet peut s'exposer? Bon, on en a déjà un petit peu parlé sur le minage validateur, mais il y a peut-être certaines autres façons de s'exposer. C'est-à-dire, tu veux dire quelqu'un qui est intéressé par Bitensor mais qui veut pas acheter de Tao? Quelqu'un qui est intéressé par Bitensor, mais qui veut pas forcément acheter de Tao, comment est-ce qu'il peut s'exposer? Je pense notamment à Bitcast, toi, ce que tu fais, ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a différentes manières, comme ça, un peu alternatives, de pouvoir s'exposer à l'écosystème? Après, forcément, quand tu veux t'impliquer dans Bitensor, généralement, bon, t'achètes du Tao. J'ai jamais rencontré personne qui était, putain, je crois à fond à Bitensor, j'adore ce projet, énormément de potentiel, et qui a jamais acheté de Tao. Ça paraît un peu bizarre, tu vois. Ou peut-être c'est des gens très jeunes ou qui n'ont pas encore, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que ça existe vraiment. Mais par contre, tu me parlais de Bitcast. En gros, Bitcast, c'est le Subnet 93. Donc on a beaucoup parlé du fait que Bitensor, les Subnets, c'était très orienté IA, mais en soi, c'était pas obligatoire. Et donc Bitcast, c'est un subnet où eux, rien à voir avec tout ce dont on a parlé précédemment. C'est un subnet qui va faire un peu office d'agence de communication où tu vas pouvoir faire de la pub. En gros, mettons, t'es une marque, tu veux qu'on parle de ton projet à travers des posts Twitter, des vidéos YouTube ou quoi. Normalement, tu dois passer par des agences qui vont aller contacter des influenceurs, tu vas signer des contrats, des machins, des trucs. Et là, ça enlève tout ça, ça enlève tous ces intermédiaires. Et en gros, c'est une plateforme où en tant que créateur ou en tant que marque, tu vas pouvoir te connecter à la plateforme, payer pour déposer un brief. Donc le brief, c'est ce qui va dicter ce que tu veux que les gens disent, les influenceurs disent de toi, mettent en avant. Et en tant que créateur, donc comme moi par exemple, je suis créateur de contenu autour de Bitensor, je peux me connecter mon YouTube à leur plateforme, voir quels ont été les briefs des différentes marques qui sont sorties. Hop, si je vois qu'il y a un projet qui a sorti un brief qui m'intéresse, que je trouve prometteur, j'ai envie de le couvrir en vidéo, je regarde le brief et dans ma vidéo, forcément, il faudra que ça matche le brief. Et en échange de ça, je vais être rémunéré par Bitcast en fonction de la performance de ma vidéo globalement. Donc là, au lieu que les mineurs soient des ingénieurs, les mineurs, c'est des créateurs de contenu. Et voilà. Donc c'est un use case qui n'a rien à voir avec l'IA finalement, même si, justement, pour automatiser tout ça, c'est une IA qui va regarder ma vidéo pour voir si j'ai bien matché le brief, forcément, pour décider si je mérite bien d'avoir les récompenses. Ouais, j'allais te demander justement les validateurs qui c'était. C'est des gens qui font tourner des IA, par exemple, pour vérifier de manière automatique. C'est pas n'importe qui va aller regarder ta vidéo et qui va dire oui, il a bien parlé de tel. Mais globalement, c'est des IA qui vont regarder ta vidéo et voir si tu as bien matché le brief. Et okay. C'est les mineurs, donc les créateurs de contenu qui ont fait on va dire les vidéos qui ont fait le plus de vues, plus de watch time, qui vont être le mieux rémunéré. Ok. Et donc c'est très pratique pour les marques. Tu vois, typiquement aujourd'hui, ils sont en partenariat avec BitGet, c'est la deuxième fois qu'ils mettent un brief sur la plateforme parce qu'ils étaient très satisfaits de la première fois. Ça permet pour les marques d'avoir potentiellement beaucoup plus de reach parce que, un peu comme on a eu tout à l'heure, c'est que là, au lieu d'avoir à embaucher des ingénieurs un par un, ou là, dans le cas de Bitcast, d'aller voir des créateurs de contenu un par un, tu as juste à mettre ton brief sur la plateforme et là, potentiellement, tu as des dizaines, voire des centaines peut-être plus tard, de créateurs de contenu qui vont pouvoir parler de ton projet, alors que toi, tu as juste payé un cachet upfront et du coup, ça réduit tes coûts. Tes coûts de marketing de ce point de vue-là, et ça augmente potentiellement drastiquement ton reach. Toi, d'un point de vue créateur de contenu, parce que tu as déjà des agences qui font ça, en fait. C'est simplement, ils remplacent un peu le boulot des agences. C'est ça, ouais. De ce point de vue-là. Mais
Toi, d'un point de vue créateur de contenu, tu trouves ça plus intéressant de faire ça? Bon, après, toi, tu es très intéressé par Bit&Store, donc c'est certainement en partie pour ça que tu le fais. Mais à terme, est-ce que ça remplace vraiment, ou est-ce que vraiment il y a un intérêt par rapport à une agence traditionnelle, quoi? Bah, en vrai, ouais. Et en plus, là, on parle de Bit&Store, mais je parlais de BitGet. Évidemment, au début, donc la plupart des briefs, c'était des subnets qui payaient Bitcast pour que les créateurs de contenu parlent de. Donc, c'était assez orienté Bit&Store. Mais BitGet, typiquement, c'est un truc, une plateforme crypto, quoi. Ça n'a rien à voir avec Bit&Store. Donc, leur but, c'est de complètement sortir, forcément, de pas du tout se limiter à Bit&Store. C'est vraiment d'être une plateforme complètement généraliste. Et oui, moi, en tant que créateur de contenu, c'est super pratique, quoi, parce que. Enfin, c'est vraiment, tu te connectes à une plateforme, tu vois tous les briefs, tu fais ton petit marché entre les briefs qui t'intéressent. T'as pas de contrat à signer, tu vois, t'as pas de négociation à faire. Tout est simple, tout est fluide, tout est automatisé. Et puis, t'es plutôt bien payé. Et puis, c'est plutôt bien rémunéré. C'est plutôt bien rémunéré. Ça paye plus en tout cas que la rémunération YouTube, forcément. Après, entre ce que paye Bitcast et ce que moi en tant que créateur, je sais pas, j'ai des agences qui sont venues me voir pour que je fasse des sponsors sur tel ou tel projet, ça va être à peu près kiff-kiff en termes de prix, tu vois. Bitcast va pas me payer ni beaucoup moins ni beaucoup plus que ça, mais il y a le côté super pratique, quoi. Il y a le côté super pratique, t'as pas de contrat à gérer, machin, truc, tu fais ta petite embouille tout seul, quoi. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur Bit&Store? Bah, si Bit&Store vous intéressait, en fait, je réfléchissais à comment, si en tant que débutant, parce que là, on a essayé de faire, je pense, un podcast qui s'adressait évidemment plus à des gens qui ne sont pas forcément familiers avec Bit&Store, à les rediriger vers d'autres choses, mais forcément, il n'y a pas de contenu vraiment miracle qui va vous expliquer tout ce que c'est Bit&Store en 1 heure. Il y a ta chaîne après pour ceux qui veulent suivre. Il y a ma chaîne, j'ai une chaîne YouTube Victor VL où je parle depuis 1 an quasiment exclusivement de Bit&Store, de ses subnets, de ce genre de choses. Puis après il y a ton compte Twitter aussi en anglais où tu fais j'ai aussi un compte X, c'est un compte X anglophone où je fais des revues hebdomadaires, donc chaque semaine je fais un recap de ce qui s'est passé dans l'écosystème. C'est ça qui me permet aussi d'être très à jour là-dessus, et puis j'utilise ce recap pour mes lives du mercredi soir sur ma chaîne YouTube pour repasser en revue tout ça. Mais ouais, non, intéressez-vous, c'est toujours compliqué au début, hein, quand tu arrives dans le Bit&Store, il n'y a pas de truc miracle, tu es obligé de passer un peu de temps à trifouiller à droite à gauche pour essayer de comprendre, etc. Non, je sais pas, j'ai pas de mot de la fin en particulier qui me vient comme ça, mais... Ok, ça marche. Bah écoute, on va suivre un peu les prochains développements de Bit&Store. Et puis, tu as aussi un Discord, je crois, pour ceux qui veulent poser des questions. Ouais, j'ai un Discord. J'essaye d'avoir un petit écosystème pour les Français, de mettre à jour un peu avec mes vidéos, avec les lives, donc c'est vraiment suivi hebdomadaire, avec le Discord pour parler de Bit&Store. Si vous avez des questions sur le Discord, même si vous êtes très débutant, n'hésitez pas. Je sais que beaucoup au début, les gens se posent la question, comment j'investis dans Tao. Bon, ça, ils ont compris que tu pouvais passer par des exchanges. Après, c'est comment j'investis dans les tokens de subnets. Tu vois, ça va être passé par des plateformes comme TaoStats, MantaMind, etc. Je sais que c'est vraiment une des premières questions que se posent les gens. En vrai, on est dans la crypto, c'est comment tu investis là-dedans. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore... Enfin, TaoStats, ça reste quand même un peu complexe. Il n'y a pas beaucoup d'exchanges qui permettent d'investir directement dans les tokens de subnet. Je crois qu'il y en a, mais pas régulés en France. Comme si on n'avait pas, en vrai. Ouais. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas, parce que c'est très compliqué. Justement, dans un des podcasts de Jason Calacanis, qui expliquait qu'il est pote avec le CEO de Coinbase, de Robinhood, et il disait mais dites-moi, moi je les appelle, on fait lister les tokens de subnets. Alors, en fait, c'est compliqué de lister un token de subnet sur ces exchanges parce que, comme j'ai dit, pour investir dans ces tokens, tu dois passer par le Tao. Donc, pour accumuler le token de subnet, c'est très compliqué pour ces plateformes. C'est pour ça que c'est très compliqué pour un exchange centralisé aujourd'hui. Ça viendra, je pense. Mais pour l'instant, c'est très compliqué pour un exchange centralisé de lister un token de subnet. Donc, allez pas chercher sur Binance ou Coinbase, vous en trouverez pas. Vous trouverez du Tao, mais pas de token de subnet. Pour les tokens de subnet, vous êtes obligé de passer par des plateformes, de vous créer un wallet Bit&Store et de passer par des plateformes comme TaoStats, MantaMind. Bon, j'en parle aussi dans mes vidéos. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On essaiera d'y répondre. Parce que sur les exchanges même, en fait, souvent, ils demandent une partie des tokens pour lister, mais Tao, de toute façon, tu peux pas avoir... Mais même Tao, la fondation a jamais payé un exchange centralisé pour lister le Tao. Ils ont toujours dû se débrouiller. Bon, ils ont bien fait, hein. Pour l'instant, il y a quasiment, à part, je crois, Bybit et OKX, tous les gros exchanges ont Tao.
Avec Coinbase aussi ok. Plus récent alors. Ouais, c'est plus récent, je crois. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Victor. Merci à toi. Salut.